Je suis tombé amoureux de Paris. Quand on vient de Corrèze, comme moi, Paris c'est une promesse d'avenir, c'est une promesse de liberté. Il y a des principes en politique et il faut débattre. Et Madame Dati refuse le débat entre les candidats. On manque de bus à Paris, il faut plus de bus. Je veux créer 3 nouvelles lignes de bus express à Paris. J'irai rendre des comptes dans tous les arrondissements de Paris une fois par an. Je vous cite des mesures qui ont vu le jour sous la mandature d'Anne Hidalgo, et vous allez me dire stop ou encore. La limitation à 30 km/h dans Paris, stop ou encore. On continue. La suppression de dizaines de milliers de places de stationnement en surface. On va revoir tout le stationnement, c'est une catastrophe la gestion du stationnement aujourd'hui à Paris. L'extrémisme politique monte les gens les uns contre les autres. Paris, ça se respecte, c'est la plus belle ville du monde et on fera du beau. C'est pas parce qu'on fait des travaux que ça doit être moche. Vous savez, en face de nous, on a des crocodiles et il faut pas se laisser manger par les crocodiles. Que feront-ils en 6 ans de plus qu'ils n'ont fait en 25 ans? Mon invité aujourd'hui, c'est Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizon à la mairie de Paris, soutenu par le parti Renaissance, ancien député proche d'Édouard Philippe. Après 18 ans d'engagement local dans la capitale, il est aujourd'hui dans la course à l'hôtel de ville avec un discours de renouvellement. Il dit vouloir tourner la page de 25 années de gestion socialiste de la ville, remettre les Parisiens au centre et proposer une ville plus vivable. Dans moins de 2 mois, les Parisiens choisiront leur prochain maire. Il est donné en 3e position dans les sondages, derrière Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, mais il assure avoir la bonne dynamique. Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Changement de Merci. vitesse. Alors Pierre-Yves Bournazel, vous êtes né dans le Cantal, vous avez grandi à Tulle, mais très rapidement vous en êtes parti puisque vous partez pour Sciences Po Toulouse directement après le bac et dès la vingtaine, vous arrivez à Paris où vous posez vos valises pour de bon. Comment ce passage se fait et surtout comment est-ce que vous avez vécu votre arrivée à Paris? Quand on vient de Corrèze, comme moi, un gars de la campagne, Paris c'est une promesse d'avenir, c'est une promesse de liberté. J'ai aimé Paris tout de suite, je suis tombé amoureux de Paris. Paris, c'était pour moi les cinémas après 22 heures, c'était les théâtres, c'était les terrasses. C'est vrai qu'il y a un sens de la liberté qui est extraordinaire. La lumière dans les appartements, une ville cosmopolite, on est de toutes les couleurs, de toutes les orientations sexuelles. On est parisien, on vient de l'autre bout du monde ou du fin fond de la France, on est parisien et ça veut dire quelque chose. Et ça m'a plu tout de suite. Et vous êtes tout de suite rentré en politique ou vous avez eu des petits boulots ou même des boulots tout court avant? Non, j'ai donné des cours, j'ai enseigné, j'ai travaillé un peu au Parlement européen, j'ai travaillé après dans des collectivités, et notamment dans le 17e et au Conseil de Paris avant d'être élu. Donc toujours j'ai très travaillé au intéressé ministère par de la la chose Justice. politique. Oui, parce que mon grand-père avait fait la Seconde Guerre mondiale. Il était chasseur alpin. Je raconte ça dans mon livre, La bataille pour Paris. Il m'a transmis le goût de l'histoire, l'amour du pays aussi. Il m'avait expliqué comment une grande nation comme la France, une grande nation militaire, une grande nation économique, une grande république aussi solide sur ses fondamentaux, ait pu s'écrouler en quelques semaines. Et ça, j'ai gardé en moi ce message-là et je repense à lui en ce moment où toutes les bascules sont possibles, où on voit les fondamentaux démocratiques. On est en train de revivre un peu un moment fou. Alors, on n'est pas dans la 2e ou 3e guerre mondiale, non, bien on espère, heureusement, mais on sent on voit que les équilibres sont très fragiles. On craint ça, mais vous essayez de le combattre avec un certain enthousiasme, j'ai l'impression, c'est ça? Il faut être combatif, il faut être déterminé. Vous savez, en face de nous, on a des crocodiles. Et il ne faut pas se laisser manger par les crocodiles. Et pour ça, il faut assumer de la force. Que ce soit à l'échelle de l'Union européenne ou à l'échelle de notre pays, on doit défendre notre indépendance, notre souveraineté économique, notre souveraineté numérique. On doit défendre notre modèle social, notre modèle culturel. Et pour ça, il faut être capable de défendre nos intérêts. Et c'est un moment de bascule assez important. Et moi, je souhaite que Paris soit bien gouverné demain, avec un maire de Paris qui défendra l'efficacité et la probité à tous les étages, c'est-à-dire des rues propres, la sécurité, l'accès au logement, les mobilités, les déplacements, faciliter la vie au quotidien, mais aussi un maire de Paris avec une équipe qui ont des valeurs, les valeurs de Paris, c'est-à-dire loin des extrêmes, qui amène les pays à l'abîme, qui détruit le pacte républicain, qui s'attaque. Pourquoi plus Paris qu'ailleurs? C'est toute la France. Mais Paris, c'est quand même la capitale de la liberté, la capitale de la tolérance, de l'ouverture à l'autre, du respect de l'autre dans sa différence, alors que l'extrémisme politique monte les gens les uns contre les autres et essaye de dire qu'il y a de meilleurs citoyens que d'autres en fonction de leur vie personnelle, en fonction de leurs conditions sociales, en fonction de leurs origines, de leurs croyances ou de leurs convictions. Et ça, c'est dangereux. Et ce que m'a transmis mon grand-père, justement, c'est qu'il faut être dans le respect et qu'il faut être fort. Il faut avoir une France puissante, il faut avoir une Europe puissante, il faut défendre nos valeurs, il faut défendre notre projet de société, justement, et il ne faut pas se laisser attaquer par celles et ceux qui veulent imposer leur propre vision de la société et l'extrémisme politique à l'intérieur, qui viennent de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, mais à l'extérieur aussi, on le voit avec les menaces en Europe, avec l'agression de Poutine
la guerre en Ukraine, on le voit avec M. Trump, de plus en plus virulent et s'attaquer aux intérêts des Européens à notre modèle, eh bien, il faut nous défendre. Donc pour vous, il faut un peu montrer les dents, mais justement, vous avez dit qu'il faut être fort. Vous êtes engagé en politique depuis 2008. Vous avez toujours été dans le 18e arrondissement. Oui, toujours fidèle. La bataille est assez rude. Et honnêtement, moi, c'est une question que je me pose très souvent quand j'échange avec des personnalités politiques, puisqu'ici, on reçoit aussi beaucoup d'entrepreneurs et d'autres types de profils. Mais les personnalités politiques, je me dis, mais pourquoi il fait ça? C'est-à-dire qu'il y a tellement de coups à prendre, je trouve ça d'une violence inouïe. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'ai vu un extrait passé de Rachida Dati, avec laquelle vous avez travaillé par le passé, puisque quand elle était ministre de la Justice, vous avez travaillé avec elle en tant que conseiller communication. Et sur RMC, elle dit « La candidature de M. Bournazel, c'est l'incarnation physique de la droite la plus bête du monde ». Honnêtement, j'ai presque honte de sortir ces mots, parce que je trouve ça extrêmement violent sur la forme. Alors le fond, on peut y revenir après, je trouve ça intéressant, mais par contre sur la forme, on sait quand on va aller en politique que publiquement, on risque de nos jours de se faire lyncher, au moins verbalement. Comment on a envie à ce point-là d'y aller? Bon, tout ça n'est pas très impressionnant quand on la connaît. Moi, je ne manie pas l'invective. Et je pense qu'il y a des principes en politique, et moi, je m'applique à ces principes. Je suis un garçon gentil et bienveillant, mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Le premier principe, c'est qu'on n'attaque pas le physique des autres. Il faut être sur les arguments, sur le fond, sur les idées. Je crois que c'est mieux. Deuxièmement, il faut débattre. Et Mme Dati refuse le débat entre les candidats. C'est la première fois qu'on voit ça, une candidate qui refuse le débat. Quand on connaît sa force, la force de son projet, la force de sa détermination, on n'a pas peur de la contradiction, on n'a pas peur de la confrontation des idées. Si on a peur du débat, ça veut dire qu'on fuit des questions. Et moi, je ne fuirai pas les questions des Parisiens, et ni les questions de mes contradicteurs, des journalistes ou de mes compétiteurs. Je pense que c'est important. Et puis, troisième principe, c'est la probité. C'est important, la probité. Il faut des élus propres à Paris. Et moi, je veux mettre fin aux abus et aux privilèges, je l'ai dit, pour diminuer le train de ville, hôtel de ville, supprimer les voitures avec chauffeur, supprimer les frais de représentation que peuvent être les frais de voiture, les frais de vêtements, les frais de coiffure. Mais je dis aussi que dans le respect des règles, il y a un risque demain, puisque Mme Dati est présumée innocente, elle a la présomption d'innocence, mais elle est renvoyée devant un tribunal correctionnel en septembre prochain pour des faits présumés de corruption et de trafic d'influence. Et elle risque, évidemment, elle est passible en tout cas, potentiellement de prison ferme et aussi d'une peine d'inéligibilité. Ça veut dire qu'à peine maire de Paris, elle pourrait être déchue de son mandat, c'est-à-dire ne plus être maire de Paris, et on a besoin de savoir qui serait maire de Paris, car il ne faut pas que ça se passe dans le dos des Parisiens. Et donc, moi, je m'en tiens qu'à des principes. Mais donc, ces attaques-là, ça vous atteint pas trop Franchement, moi, je me mets à votre place ou à la place d'autres personnalités politiques, je me dis... Mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds, vous l'avez bien vu, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, mais je préfère garder ma bienveillance et je n'attaque pas les personnes sur leur physique. Je m'attaque aux principes. Si on attaque les principes, je les défends, point à la ligne. Bon, alors... Pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet, puisqu'on est dans Changement de vitesse, c'est un podcast qui est dédié au transport et à la mobilité. Sur les sujets transport et mobilité, il y a besoin d'une équipe. Il y a un ancien adjoint de transport qui est David Béliard, qui désormais fait partie de l'équipe d'Emmanuel Grégoire d'ailleurs, qui a rejoint son équipe. Est-ce que vous avez déjà votre équipe? J'ai mes têtes de liste dans les 17 arrondissements et secteurs, oui. D'accord. Il y a 2 scrutins maintenant. Le premier scrutin, c'est un scrutin direct. Les Parisiens votent directement pour leur maire de Paris, son équipe municipale. Que vous habitiez le 14e, le 18e, le 9e ou le 11e, vous votez directement pour la même liste pour votre maire de Paris. Donc ça, c'est la grande modification Paris, Marseille, Lyon, c'est ça? Voilà, je serai candidat pour être maire de Paris et les Parisiens, où qu'ils habitent, pourront voter directement pour ma liste et pour moi. Vous trouvez que c'est une bonne chose, cette modification? Un homme, une femme égale une voix, c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Mais il y a pas mal d'autres partis qui n'étaient pas forcément pour. Ah ben c'est leur problème, s'ils préfèrent les suffrages indirects, moi j'aime bien le suffrage direct. D'accord. Et puis, deuxièmement, il y a un scrutin à part, le même jour, mais à part, pour élire les maires d'arrondissement. Et moi, je suis du 18e, je me présenterai sur la liste du 18e, puisque je présente des listes dans tout Paris aussi, enfin je soutiens des listes dans tout Paris avec des têtes de liste, mais la tête de liste d'arrondissement a la vocation à être maire d'arrondissement. Donc là, vous êtes en fait sur la liste du 18e, mais vous n'êtes pas tête de liste du 18e. Ça serait mentir aux Parisiens. C'est clair. Est-ce que dans votre équipe, vous avez déjà une vision de celui ou celle qui ferait un très bon adjoint transport, mobilité ou pas forcément? Il y a plusieurs personnes qui pourraient être de bons adjoints. Moi, de mon côté, j'ai monté des groupes de travail il y a 2 ans. On a bossé. Avec 367 citoyens experts qui ont bossé
sur le projet, sur la vision d'avenir. C'est quoi Paris? C'est quoi le Grand Paris dans 10 ans et dans 20 ans? Et quelles solutions pour arriver à ce Paris et à ce Grand Paris? Ouais. Donc, par exemple, sur les transports, les mobilités, les déplacements, l'espace public, on l'a fait aussi sur le logement, sur la santé, sur la sécurité, sur la propreté, sur la culture, sur le sport, sur plein d'autres sujets. Sur les mobilités, on a eu des experts, bien sûr, des citoyens, des associations de quartier, pour parler de la place du bus, pour parler de la place du métro, de la sécurité. Dans les transports, on a parlé de la place de la voiture, de la place du vélo, de la place du piéton. On a parlé des interconnexions, on a parlé des nouveaux modes de déplacement, de lutte contre la pollution, du transport 24 heures sur 24. On a parlé de stationnement, on a parlé de place de livraison, on a parlé du dernier kilomètre, on a parlé de cyclo-logistique, on a parlé de tous ces sujets. C'est marrant parce que quand vous en parlez, une grosse partie de ce dont vous parlez, c'est quand même des sujets qui ont été amorcés. C'est-à-dire que ces dernières années, il ne s'est pas rien passé au niveau des transports. Heureusement, la mobilité, ça a été extrêmement actif. Est-ce que... Et même avant, vous savez, évidemment, ça fait longtemps qu'on arrive à aller venir à Paris. On a quand même eu, à mon sens en tout cas, un boom gigantesque dans les 10 dernières années, notamment avec l'arrivée des smartphones, avec la digitalisation, qui ont en fait créé des possibilités. On a parlé d'ubérisation, donc en réalité avant on a eu Uber qui a carrément créé un verbe, tellement il y a eu de choses derrière qui en sont sorties, et pas tout n'est parfait. Mais par contre, il s'est passé énormément de choses. La possibilité, par exemple, de prendre un vélo en sortant son smartphone, la possibilité de payer avec son pass Navigo, voire même avec sa carte bancaire, je crois, directement dans les transports maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et ces choses-là, jusqu'à il y a 10 ans, on était quand même dans métro, bus, voiture. Oui, mais ça c'est très bien, c'est l'innovation. Et je souhaite que Paris soit une capitale innovante. Et d'ailleurs, je souhaite avoir auprès de moi un conseil des entrepreneurs et des scientifiques. Un conseil qui va m'accompagner comme maire et accompagner toute l'équipe municipale pour faire des études d'impact, pour évaluer les politiques qu'on mettra en place, pour expérimenter de nouvelles choses, pour qu'il se passe des choses à Paris, pour simplifier nos vies. Pour prendre une décision sur le stationnement, pour prendre une décision sur les déplacements, il faut prendre les meilleures décisions. Qu'est-ce qu'on sait faire de mieux? Par exemple, pour ma part, je porte l'idée qu'il faut plus de bus. On manque de bus à Paris. Il faut plus de bus pour plus de régularité, pour que ça soit un mode de transport en commun beaucoup plus utilisé par les Parisiens, que ce soit une véritable alternative à la voiture. Donc il en faut plus en quantité ou il en faut mieux il en faut mieux et plus. Donc il va falloir des bus propres, des bus plus nombreux et réguliers et des bus accessibles pour toutes et tous. Un mode de transport agréable puisqu'on profite de Paris, de son patrimoine et de la lumière. Et je donnerai la priorité aux bus grâce à des feux intelligents, grâce à l'innovation Grand Carrefour. Je vais doubler les places de livraison à Paris pour décongestionner en journée les livraisons qui se font dans les couloirs de bus pour fluidifier la circulation. Je veux créer 3 nouvelles lignes de bus express à Paris qui vont relier le nord et le sud de Paris directement, d'est en ouest en passant le long de la Seine. Ça veut dire quoi, bus express? Je vais l'expliquer. Et aussi toutes les gares de Paris entre elles. Bus express, ça veut dire que vraiment, l'objectif, c'est d'aller vite du nord au sud de Paris, vite d'est en ouest et vite entre les gares pour fluidifier la circulation et donner la possibilité à beaucoup de Parisiens ou de personnes qui passent à Paris de pouvoir circuler en surface sans utiliser leur voiture. Donc votre vision pour ça va être qu'en réduisant l'impact qu'ont les livraisons, donc en créant plus de places de livraison et avec les feux intelligents, on aura la possibilité d'être bien meilleur puisque aujourd'hui, ça fait des années et des années qu'on baisse la vitesse moyenne des autobus à Paris. Exactement, c'est pour ça que je veux plus de bus. Donc alors, on sera efficace. Ça voudrait dire qu'il faut aussi enlever les taxis des voies de bus? Non. Ah non. Les taxis resteront dans les voies de bus. Alors, je viens à une autre question. J'ai du mal à comprendre la différence d'usage entre les taxis et les VTC, puisque à part le sujet de maraude dans la rue, je peux, oui, prendre un taxi dans la rue comme ça à la volée et non pas pour un VTC pour qui il faut une réservation. Sinon, l'usage est le même. C'est-à-dire qu'il va transporter des Parisiens d'un point A à un point B à Paris. Pourquoi est-ce que la voie de bus ne doit être autorisée qu'au seul taxi et pas au VTC? La question se posera un peu plus tard, parce que là d'abord il va falloir dégager les voies de bus, mais la question se posera. Mais moi je vais fluidifier la circulation, autrement pour les VTC. Je vais vous expliquer comment. Ouais. Il y a trop de voitures à Paris. D'accord. Et au lieu de les pénaliser comme c'est fait aujourd'hui, on va trouver des solutions. Des solutions. Il y a des personnes qui vivent en Seine-et-Marne, dans l'Essonne ou dans les Yvelines, qui partent de chez elles et qui n'ont pas d'autre solution que de prendre leur voiture. Et aujourd'hui, on veut les pénaliser. Alors moi, je dis que s'ils prennent leur voiture, c'est bien normal. Mais je veux leur trouver une solution. Notamment, je vais faire des parkings relais avec la région et des partenaires pour que ces personnes, notamment près des nouvelles gares qui vont émerger du Grand Paris Express ou dans des gares importantes franciliennes, puissent laisser leur voiture en toute sécurité et gratuitement pour aller plus vite
à l'intérieur de Paris en transport en commun, beaucoup plus vite. Ainsi désengorger Paris de la voiture extérieure, tout le monde sera gagnant. On n'exclut pas la possibilité des voies de bus pour les VTC, mais on verra plus tard. Et en attendant, on Je cherche préfère des leur solutions pour fluidifier la circulation. Oui, mais dans ce cas-là, pareil pour les taxis. Dans ce cas-là, sortez si on les met taxis tout des le monde voies de dans bus un pour coup- avoir que les bus. Si, le but, c'est de désengorger Paris de la Ouais. voiture. Et donc, si on désengorge Paris de la voiture extérieure, il y aura beaucoup plus de place sur Je comprends. l'ensemble de la chaussée. Si on met tout le monde dans le couloir de bus, il n'y aura plus de C'est raison. ce que je vous dis. Dans ce cas-là, sortez aussi les taxis. Comme ça, les bus circulent vraiment très très bien. Et puis, vu qu'on va fluidifier, alors on fluidifie pour les taxis comme pour les VTC. Déjà, si j'arrive à désencombrer les couloirs de bus de véhicules qui stationnent pour décharger, il y aura plus de fluidité pour les bus et les taxis. Si j'arrive à désengorger ce que je vais faire, Paris de la voiture extérieure, il y aura plus de fluidité pour la voiture personnelle et pour les VTC, et tout le monde sera gagnant. Déjà, si on arrive à ça, on ne sera pas mauvais, mieux qu'aujourd'hui en tout cas, parce que c'est la pagaille, et moi je veux être le maire anti-pagaille, celui qui Je amène vous ai des entendu solutions. le dire. Alors justement, on vous a entendu le dire beaucoup anti-pagaille, le maire anti-pagaille, par opposition de ce qu'on comprend à la mandature passée. On va faire assez simple. Je vous cite des mesures qui ont vu le jour sous la mandature d'Anne Hidalgo, et vous allez me dire stop ou encore. D'accord? Alors, Parfois, c'est pas si simple que stop ou encore. justement, c'est pour ça que on va je vous dis essayer, on va stop ou essayer, encore. on va On va essayer. essayer vraiment de rester sur stop ou encore. La piétonnisation des voies sur berge. On continue, On continue. La limitation à 30 km/h dans Paris. Stop ou encore. on continue, La zone à trafic limité. on continue. Et je fais évaluer tout ça par le Conseil des entrepreneurs scientifiques pour être les plus performants, parce que beaucoup d'acteurs disent que ça pourrait être mieux organisé en tout cas. Mais on continue Le principe, différemment. oui. Le but, c'est de réduire les émissions, mais en trouvant des solutions, comme j'expliquais tout à l'heure. La suppression de dizaines de milliers de places de stationnement en surface, notamment pour les voitures particulières. On va revoir tout le stationnement. C'est une catastrophe, la gestion du stationnement aujourd'hui à Paris, comme la gestion de l'espace public, comme la gestion des travaux. Je vais réorganiser tout ça et remettre en ordre de marche Paris pour que ça fonctionne bien. Bon. Le développement des pistes cyclables. Oui, je continue. On continue, on en fait plus. Oui, mais je fais le réaménagement de 200 carrefours dangereux. Je fais de l'éducation au savoir rouler dans les écoles et dans le quartier avec les associations vélo. Et je sanctionne les incivilités avec une brigade spécialisée de la police municipale qui sanctionnera sévèrement les cyclistes inciviques parce qu'il faut protéger aussi la sécurité du piéton. Alors on va revenir sur vos mesures pour chaque mode de transport juste après. Sur le tarif du stationnement pour les SUV qui a un tarif spécial à 6 € de l'heure de stationnement. Je Et pour vous l'ai les dit, véhicules je vais revoir toute la politique de stationnement Ok. parce que ça ne marche pas, les gens sont mécontents. Et donc, avec le Conseil des entrepreneurs et des scientifiques, on va évaluer ce qui a été fait et on va corriger. Et je proposerai dans l'année 2026 un nouveau plan qui sera élaboré avec des données scientifiques pour qu'on ait le stationnement intelligent. Bon alors ça c'était pour dire stop / encore alors. Là, il va falloir modifier tout ça. Stop, il Bon, faut modifier. C'était là. difficile. Ok. La voie de covoiturage sur le périphérique. Oui, très bien. On continue. La limitation à 50 km/h sur le périph. Et bien là, c'est pareil, il faut évaluer. Donc, le Conseil des entrepreneurs et des scientifiques va évaluer parce que des études ont montré que ce n'est pas forcément à 50 km/h qu'on pollue le moins et qu'on fait le moins de bruit. Ouais. Et donc, ça va dépendre un peu des Est-ce qu'il y a horaires. une différence, voilà, jour-nuit, je vais Oui, vous demander. exactement. On peut être pragmatique un peu dans la vie. Là, il y a une logique idéologique et moi, je veux simplifier les décisions et les prendre en partenariat avec toute la région Île-de-France parce que sur le périphérique, il n'y a pas que des Parisiens. En revanche, je veux renforcer les murs anti-bruit pour les riverains et je veux lutter contre la pollution. Et pour ça, on peut aussi végétaliser tout autour du périphérique et parfois par-dessus. Je vous ai entendu déjà tout à l'heure parler autour du périphérique, je vous ai entendu parler grâce au parking relais sur ce sujet-là. De manière générale, sur ce genre de politique, il y a quand même un sujet de réussir à s'entendre avec les mairies alentours. Pas toutes les mairies seraient de la même couleur politique que vous. Est-ce que vous pensez que vous pouvez quand même trouver un compromis avec chacune? Oui, parce que je ne suis pas un homme sectaire, je sais travailler avec les autres. Et un maire, c'est un homme ou une femme de rassemblement. Il faut faire avancer les sujets, les dossiers. Donc, comme je veux monter mon conseil des entrepreneurs et des scientifiques, je veux travailler avec tous les maires de la métropole. Donc, il faut savoir travailler avec les autres. Vous savez, la logique « j'ai toujours raison contre tout le monde et contre l'évidence » c'est terminé. Et je pense que, justement, les Parisiens ne veulent pas de ce match du passé contre le passé. Une majorité qui est là depuis longtemps, qui a tout donné pour Paris, que feront-ils en 6 ans de plus qu'ils n'ont fait en 25 ans? Et de l'autre côté, la candidature de Mme Dati qui nous ramènerait avant 2001. Je crois que pour préparer l'avenir, il faut une autre méthode de gouvernance, une autre méthode de travail, une autre génération, une autre façon de voir, une nouvelle vision, de nouveaux projets et une capacité à s'entendre avec les autres. Moi, demain, je suis plutôt central dans mon approche, mais je suis capable de travailler avec des maires de gauche comme des maires de droite. Alors, on va essayer de voir justement vos propositions clairement, mode de transport par mode de transport, en une phrase, parce qu'on va essayer d'être... Le bus, je l'ai déjà dit, donc c'est le bon. bus, c'est fait. On a gagné du temps. Les feux intelligents
et ces grands axes qui permettent un bus express d'est en ouest, nord au sud. Le métro. Et entre les gares. Et entre les gares, bien vu. Le métro. Le métro, sécurité, accessibilité améliorée. Tous les soirs, il y aura des policiers municipaux dans chaque métro pour assurer la sécurité de toutes et de tous, et particulièrement des Parisiennes victimes de violences sexuelles. Donc en complément des équipes RATP Sûreté. Tout à fait, parce que comme maire de Paris, je veux qu'on progresse en matière de sécurité, espace public, mais aussi dans le métro. Et puis l'accessibilité, sur chaque ligne, il y aura une carte PMR pour les personnes à mobilité réduite. On ne va pas pouvoir équiper toutes les stations, donc on va équiper progressivement plusieurs stations par ligne, et chaque personne à mobilité réduite, personne connaissant un handicap, personne âgée, personne avec des poussettes ou des valises, saura quelle station est équipée pour pouvoir aller plus facilement sur ces lignes de métro. Alors, les automobilistes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez dit de manière très franche, claire, encore pour les 30 km/h dans Paris intramuros. Qu'est-ce qui vous pousse à avoir cette réflexion? Je crois qu'il y avait eu un genre de référendum sur le sujet qui n'avait pas été très suivi en termes de participation. Je ne sais plus si c'est sur le périph' ou sur Paris intramuros pour le passage à 30 km/h. J'ai pas l'impression que tous les Parisiennes et tous les Parisiens sont pour ça. Qu'est-ce qui vous fait voir que c'est une bonne chose? Parce que Paris est une petite ville en termes de superficie, Oui. 105 km². Si je retire le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, 87 km², ça en fait la capitale la plus dense d'Europe. Et on voit bien qu'entre le couloir de bus, entre la place du vélo, entre les traversées pour les piétons, c'est dangereux et que c'est une ville qui a besoin d'être apaisée. Donc ce n'est pas une question forcément écologique pour vous, c'est vraiment une question de sûreté. C'est une question de sécurité, c'est une question écologique, c'est une question de lutte contre la pollution, le bruit et de tranquillité, de sécurité. Mais si, avec mes propositions que j'ai portées tout à l'heure, et notamment les parkings relais, on décongestionne Paris de la voiture extérieure, on va recréer de l'apaisement dans l'espace public, on va recréer de la fluidité. Et qu'on soit en VTC, en taxi, ou en voiture personnelle, à vélo, à pied ou en bus, eh bien, il y aura moins de bruit, moins de pollution, et ça sera quand même une ville plus agréable à vivre. Et Paris, par ailleurs, est une petite ville, donc on y passe. Et l'idée, c'est d'y passer le plus possible en transport en commun, ou si c'est en véhicule personnel, que ce soit plutôt en taxi ou en VTC, plutôt qu'un véhicule avec une seule personne qui va galérer dans des embouteillages. Sincèrement, c'est vrai qu'on est plutôt très gâtés pour aller un peu partout dans le monde. Je vois rarement des villes aussi denses en transport en commun que Paris, aussi bien en bus qu'en métro, avec la possibilité aussi, du coup, donc je vais vous poser la question sur le vélo, le Vélib. On a énormément d'options à disposition pour se déplacer où et quand on veut. Le vélo, le Vélib, vos propositions sur ces sujets-là, sur le vélo et le vélo en libre-service? Vous savez que le vélo en libre-service, là, il y a eu un marché, donc il y a eu un appel d'offres, il y a 3 sociétés. Donc pour l'instant, ça a l'air de s'organiser. Moi, je veux prévoir des box sécurisés pour aussi les vélos en général, que ce soit en libre-service, mais surtout les vélos personnels. Les box sécurisés, ça n'avait pas trop marché sous la mandature. Ça a été très mal fait, mais on peut faire mieux. Et pour travailler avec des gens qui sont dans l'innovation, on peut faire mieux pour que ce soit plus joli et plus pratique. C'est tout à fait possible, ça existe ailleurs et je ne vois pas pourquoi Paris n'y arriverait pas. C'est important, on a un vélo, on veut qu'il soit garé, on ne veut pas qu'il encombre le reste de la chaussée et on veut pouvoir le retrouver à l'issue de son rendez-vous. Je m'en suis fait voler 2, j'ai abandonné, je suis passé au Vélib. J'ai l'impression que quand j'en parle à n'importe qui autour de moi, c'est un sujet assez partagé, c'est à peu près normal à Paris de s'être fait voler un vélo, quoi. Bah, malheureusement, oui. Ouais. Donc, alors ça, il y a vraiment une solution pour réussir à être plus malin que les voleurs sur ce sujet-là? Oui, et puis d'abord, on va faire une vraie police municipale qui sera visible, 3 fois plus d'effectifs qu'aujourd'hui. Et puis par ailleurs, oui, il existe la possibilité d'innover et d'avoir une sécurisation beaucoup plus importante des vélos qui seront évidemment protégés à Paris. Ok, donc ça c'est pour les vélos personnels. On a parlé de l'appel d'offres pour les vélos en libre-service. Il faut qu'il soit ordonné aussi. C'est bien géré le service Vélib aujourd'hui à Paris? Vous savez, Vélib, c'était extraordinaire. Au début, j'ai beaucoup aimé Vélib, et puis après, ils ont modifié l'appel d'offres. Ça a été une catastrophe industrielle. Ça a un peu repris, mais ce n'est pas le niveau de service que c'était il y a bientôt 20 ans. On a eu les vélos électriques entre-temps en Vélib aussi. Oui, on a eu beaucoup de dysfonctionnements, des endroits où ça ne marchait pas, des endroits où il n'y avait pas de vélo, des endroits où on ne sait plus les mettre, des endroits... Bon, ça a été quand même difficile. Donc on va refaire quelque chose qui tienne la route. Il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. Ensuite, en termes de gestion, ça s'entend que ce soit très difficile honnêtement parce que c'est tellement immense à gérer. Oui, enfin au début ça marchait bien. Entre 2007 et 2017, ça a très bien marché. Et après, ils ont fait des choix, Hidalgo Grégoire, ils ont fait des nouveaux choix, ils ont voulu changer. Le cahier des charges n'était pas au rendez-vous et on a eu une catastrophe industrielle. Et beaucoup de gens ont abandonné le Vélib au fur et à mesure. Alors certains reviennent, mais c'est plus le service que c'était, donc il faut remettre un service de qualité
au niveau de Vélib. C'est vrai qu'on n'est jamais complètement sûr du vélo sur lequel on va tomber, donc je vous donne le point là-dessus. Encore 2 modes de déplacement avec vos propositions. En 2023, il y a eu un référendum avec vraiment quasiment, je crois que c'était en dessous des 5% de participation, sur la trottinette en libre service. Depuis, elles ont disparu. Est-ce qu'il faut remettre les trottinettes en libre service ou pas? Est-ce que c'était une bonne chose de les faire disparaître? Moi, je m'étais interrogé parce que j'avais dit c'est pas la trottinette qui est le problème, c'est l'usager de la trottinette, c'est celui qui a un Civic. Et c'est vrai que c'était la pagaille et que les Parisiens en avaient marre de la pagaille. Si on arrive à fluidifier la circulation avec moins de voitures extérieures et des solutions pour ces personnes, avec pour les taxis, pour les VTC, les voitures des Parisiens individuels, plus de liberté d'aller et de circuler, avec des transports en commun comme le métro qui fonctionnerait mieux en meilleure accessibilité et meilleure sécurité. Si on arrive avec ça, avec une meilleure politique de stationnement à Paris, on aura réglé beaucoup de problèmes. Et je suis persuadé qu'avec les vélos en libre service, par ailleurs, on aura moins besoin de trottinettes en libre service. Je ne suis pas sûr qu'on y revienne en réalité. Est-ce qu'il faut un âge minimal sur que ce soit les trottinettes en libre service, les vélos en libre tout service? s'apprend, tout nécessite. Comment on fait que ce soit respecté? Parce que les trottinettes, en fait, c'était très souvent des jeunes de 13-14 ans. Le civisme. Et le civisme, c'est l'éducation. Et c'est évidemment, ça s'apprend. Utiliser une trottinette, ça s'apprend. Utiliser un vélo, ça s'apprend. Et donc, c'est pour ça que je veux renforcer les cours dans les écoles pour le vélo, l'apprentissage de savoir rouler, mais aussi pour toutes les générations avec les associations dans tous les quartiers de Paris. C'est important, ça évitera beaucoup d'accidents, de mauvais comportements, d'irrespect du code de la rue ou des piétons. Et puis je sanctionnerai les incivilités, ce qui n'est pas suffisamment fait aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une brigade spécialisée de notre police municipale sanctionnera les incivilités aux carrefours les plus dangereux de Paris. Alors la moto, le scooter, ça a été un gros sujet il y a quelques années, le passage au stationnement payant pour les motos et les scooters. Est-ce que ça, il faut revenir là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous avez pour les 2 roues dans Paris? Moi, je veux faire une prime très soutenue, très importante pour la conversion. C'est-à-dire, si vous avez un 2 roues thermique, il faut aller vers l'électrique. Pourquoi? Parce qu'un 2 roues motorisé thermique peut réveiller un seul 10 000 Parisiens après 22 heures. Et je suis prêt demain, comme maire de Paris, à les soutenir parce que c'est un bon investissement. Alors, quand je dis il y a toutes ces mesures, il y a la dépense. Donc, je m'arrête une seconde pour vous dire que je suis le candidat qui finance toutes ces mesures. Ah voilà, car j'ai un plan ça de 4 milliards d'euros d'économie sur le train de ville, hôtel de ville. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, je supprime les voitures et avec chauffeur pour l'ensemble des élus et aux fonctionnaires de la ville. Je supprime les jetons de présence des élus qui siègent dans les sociétés d'économie mixte. Je supprime un certain nombre de frais de représentation, les frais de coiffure, les frais de vêtements. Je débureaucratise l'administration parisienne aujourd'hui pour simplifier les démarches. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Oui, mais il faut être efficace. D'accord. Il faut être efficace, il faut dire des choses et les faire surtout. Et ça, les 4 milliards, c'est seulement dans les frais de fonctionnement? Non, il y a d'autres choses. Ah, je lutte contre l'absentéisme. 250 millions d'euros par an, ça coûte l'absentéisme à Paris. Donc je fais du bien-être au travail, je fais des contrôles administratifs sur les certificats médicaux abusifs, je fais appliquer les 35 heures, 2 tiers des agents travaillent moins de 35 heures, je ferai appliquer les 35 heures parce que c'est un service municipal en moins pour les citoyens. Et puis je vais confier au privé l'ensemble de la collecte des ordures ménagères et du nettoiement des rues, comme à Stockholm, comme à Londres, comme à Copenhague, parce que ça marche, parce que les rues sont plus propres, et ça permet en même temps de faire des économies parce que le privé est moins cher. Donc vous voyez, on peut faire plein de choses en faisant des économies. Derrière, on peut financer plus de bus, on peut financer la sécurité, on peut financer la propreté, on peut financer de bonnes politiques parce que, en plus de pour le périscolaire, il faut quand même pour la culture, pour le sport. Parce que là, on part quand même avec une dette qui est colossale. C'est Comment pour ça. Est-ce qu'on fait pour réussir? Mon plan, c'est 4 milliards d'euros d'économie tout additionné. Donc je suis le seul à proposer un plan financé à l'euro près. Et j'ai 3 milliards de rentrées parce que je vais vendre 20 000 logements qui appartiennent à la ville de Paris et qui ne sont pas sur le territoire de Paris. Et ces 3 milliards d'euros, pour moitié, iront au désendettement de Paris. Comme ça, on désendette la ville, on maîtrise la fiscalité et on retrouve des marges de manœuvre pour investir. Culture, sport, il y a tellement de choses à faire positives pour améliorer la qualité de vie des Parisiens qu'il faut avoir le courage de diminuer la dépense là où elle est inutile. Bon, alors on diminue la dépense justement. Aujourd'hui, vous-même d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, avant de devenir maire potentiellement de Paris, comment vous vous déplacez? Avec un pass Navigo. D'accord. Donc là, moi, je suis parti. J'ai pris mon métro ligne 7 à Le Pelletier. On a changé à Palais Royal. Et puis, on a pris la 1. Et puis, on est descendu au pont de Neuilly. Et puis, on a fini à pied. Donc, essentiellement à pied, parce que je vais marcher, ça fait réfléchir. Le métro, de temps en temps le vélo. Et puis, quand il y a besoin, un taxi. Ma prochaine question, en tant que maire de Paris demain, Pierre-Yves Bournazel,
Est-ce que vous auriez une voiture avec chauffeur, parce qu'en tant que maire de Paris, il y a quand même besoin d'une certaine représentation et d'énormément de mouvements, ou bien est-ce que vous continueriez ce mode de transport? J'ai dit que je voulais supprimer pour les élus, adjoints aussi, maires d'arrondissement, de droite, de gauche, Donc vous-même, pareil. les voitures avec chauffeur. Alors après, on peut se déplacer en toute sécurité. Il y a aussi des abonnements possibles qui coûtent beaucoup moins cher aux contribuables lorsqu'il y a vraiment besoin de prendre un taxi, lorsqu'il y a besoin de prendre une voiture spécifique pour un élu, notamment s'il y a des rendez-vous à l'extérieur de Paris, s'il y a des rendez-vous tard le soir, etc. Mais on ne peut pas dire aux Parisiens « prenez davantage les transports en commun » et assumer une flotte aussi importante de voitures avec chauffeur pour des adjoints, pour des hauts fonctionnaires et pour des maires d'arrondissement. Je pense que ce temps est révolu et je mettrai fin à cette époque. L'autopartage, le covoiturage, je veux bien vous entendre rapidement sur moi, ces deux modes de partage de l'automobile. Moi, je suis pour. Bien sûr que je suis pour. Les places dédiées à l'autopartage, comme on les a vues pour aussi. un petit peu à Paris, il faut continuer ça. Oui, bien sûr. Il y a quand même des choses positives qui ont été faites. Heureusement. On est d'accord. Heureusement. Vous savez, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Il n'y a pas ceux qui ont toujours eu tort et ceux qui ont toujours raison. On ne gouverne pas une ville avec du sectarisme et de la fermeture d'esprit. Il faut être un peu ouvert aux bonnes idées. Je garderai ce qui a été fait de bien. Je vais changer résolument ce qui a dysfonctionné, et notamment une certaine pagaille dans l'espace public, et notamment aussi la ville chère à Paris, une ville trop chère. On va faire un choc d'offres pour mettre plus de logements sur le marché. On va donner la priorité aux femmes et aux hommes qui travaillent à Paris dans l'accès au logement. Vous savez combien il y a d'habitants à Paris? Oui, on a un peu plus de 2 millions. Ouais, alors on est 2,1 millions. Vous parlez beaucoup de gouverner Paris un petit peu de manière justement avec une certaine proximité. Vous parlez d'une action de proximité. Oui. Comment on réussit à gérer localement de manière proche une ville qui est aussi énorme que ça, c'est-à-dire 2,1 millions, 20 arrondissements? Comment c'est faisable ça? Bon, écoutez, d'abord, moi je suis un élu de terrain depuis 18 ans, donc j'ai arpenté Paris, j'aime marcher à Paris, j'aime discuter avec les Parisiens, j'aime apprendre des choses, mais évidemment je serai un maire de proximité comme je l'ai toujours été, et comme par exemple les habitants du 18e me connaissent, accessible. Et puis l'équipe municipale sera là aussi, c'est une équipe compétente, c'est une équipe de proximité avec une nouvelle génération, des élus propres, honnêtes, qui aiment Paris et qui respectent les Parisiennes et les Parisiens dans leur diversité. Ensuite, on mettra en place une démocratie locale digne de ce nom. Chaque année, il y aura plusieurs questions à choix multiples, où les Parisiens pourront donner leur avis sur des grands sujets et sur des petits sujets, des grands et des petits. Et les questions à choix multiples seront débattues dans des conférences, dans des débats dans les quartiers, pour que chacun, avec des élus, avec des experts, avec des citoyens, se fasse un avis sur des sujets. Mais comment on peut imaginer que ça marche quand Mais parce qu'on va digitaliser, on va donner la parole aux Parisiens. Donc ils pourront voter en un clic. Participation on sait faire de manière sécurisée, bien sûr. C'est parce que c'était obligatoirement le bulletin dans l'urne et non pas en ligne. Oui. Donc vous dites que c'est possible que les gens participent bien sûr. Si on change le mode de scrutin? Mais d'abord, c'était des questions dont on connaissait la réponse. Quand on a posé la question pour ou contre les trottinettes, tout le monde savait qu'au vu de la colère des Parisiens, les gens allaient voter contre le maintien des trottinettes en libre service. Ensuite, il n'y a pas eu de débat, donc on n'a pas intéressé les gens. Il n'y a pas eu d'appel au vote, les gens n'ont rien reçu. Donc là, on va faire des débats dans les quartiers où les gens pourront venir se faire un avis. Les gens pourront voter en un seul clic, donc ça sera simple. Et puis il y aura un appel au vote où les gens seront libres de donner leur avis. Chaque année, on fera ça. Et à mi-mandat, on fera un grand référendum sur les grandes orientations qui auront été menées pour voir la vie des Parisiens et pour préparer la suite du mandat, pour dire que simplement, un mandat de 6 ans, ce n'est pas juste une élection. C'est aussi rendre des comptes, et chaque année, j'irai rendre des comptes dans tous les arrondissements de Paris une fois par an. Alors vous parlez justement d'apaisement, de rendre des comptes chaque année. C'est un sujet qui a été central en fait ces dernières années, notamment sur les travaux dans Paris. Vous parlez beaucoup d'une ville apaisée. En même temps, il faut que la ville continue d'être construite, continue de bouger à ce niveau-là. Il y a des rénovations un peu partout à faire. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? C'est-à-dire ne pas avoir des rues bloquées par les travaux partout, mais en même temps continuer à faire en sorte que ça construise et que ça rénove. C'est simple. C'est qu'aujourd'hui, les travaux ils sont autorisés par la ville, mais organisés par les prestataires. Mais moi, de maire de Paris, j'autorise, mais j'organise. Et les entreprises qui ne respecteront pas les calendriers auront des pénalités financières. J'obligerai dans le cahier des charges à avoir un barriérage esthétique. Ce n'est pas parce qu'on fait des travaux que ça doit être moche. Donc on aura un joli barriérage avec des panneaux d'information, on aura des traversées sécurisées pour les piétons, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et je mettrai fin aux plots en béton qui sont moches et hideux, parce que Paris, ça se respecte, c'est la plus belle ville du monde, et on fera du beau. Ensuite,
1 euro d'argent public dépensé doit être 1 euro utile. Et donc on fera des travaux parce qu'il y en a besoin, mais avec l'objectif d'améliorer la situation des Parisiens et que ce soit mieux après qu'avant et beaucoup plus beau. S'il y a 2 intervenants, c'est-à-dire 2 prestataires, je prends l'exemple de CPCU, le chauffage urbain, ou de GRDF pour le gaz, ils doivent intervenir de manière simultanée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut qu'ils le fassent de manière consécutive pour éviter de refaire 2 fois des travaux dans la même portion de rue, parce qu'une ville, encore une fois, ça se tient. L'espace public, ça s'organise. Je mettrai fin à cette pagaille parce que les Parisiens ne le supportent plus. Ce qui me surprend en vous entendant dire ça, c'est que ça me paraît plutôt évident. Donc, oui, et ce n'est pas fait, c'est bien le problème. C'est ça qui m'étonne, est-ce qu'il n'y a pas une autre difficulté ailleurs? Non, c'est qu'ils ont fait le choix en 2015 de confier l'organisation aux prestataires. J'y mettrai fin. C'est la ville de Paris qui va organiser et cette ville sera tenue. On va s'en occuper, on va en prendre soin et ça commence par une bonne gestion des travaux. Ma dernière question, Pierre-Yves Bournazel, vous parlez d'un alignement nécessaire entre l'État, la région et la ville. Comment est-ce que c'est possible quand on sait à quel point la ville de Paris est un enjeu politique à toutes échelles, de se dire, est-ce que c'est pas un peu naïf, une vision peut-être un peu trop optimiste de se dire bah oui c'est génial, on va se mettre d'accord avec le gouvernement et avec la région pour pouvoir faire des super choses pour Paris. On voit bien qu'il y a des blocages qui ne sont pas forcément logiques et qui sont juste politiques malheureusement. Il faut arrêter ça. Oui. Il faut l'arrêter. Il faut avoir de la volonté. Comme maire, j'aurai la légitimité des Parisiens. Et je tendrai la main à l'État, la région, comme une riveraine, et on va bosser ensemble. Vous pensez vraiment que c'est possible ? Bien sûr, parce qu'il faut dépolitiser au sens politique-politicienne les mandats. On n'est que locataire, si j'ose dire. On reste pendant 6 ans, et après, c'est les Parisiens qui reprennent le mandat et le confient à qui ils le veulent. Donc il faut être modeste dans son approche, mais déterminé, résolu, combatif pendant les 6 ans. Donc il faut obtenir des résultats. Il faut remettre la culture de la performance dans la gestion. Et pour ça, il faut travailler avec les autres, parce qu'une ville ne peut rien toute seule. Elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas toute seule. Elle ne peut pas sans la région, comme la région ne peut pas sans la ville. On ne peut pas sans l'État, mais comme on ne peut pas sans le partenaire économique, sans les entreprises, sans les assos, sans les citoyens. Et donc il faut changer cette culture. C'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je m'engage, sortir de cette culture verticale, avec des gens qui ont des dogmes, qui sont sûrs de tout, ils ont toujours raison. Un maire, c'est l'ambassadeur de sa ville. Il va promouvoir les savoir-faire. C'est un facilitateur. Il doit prendre des décisions qui sont des solutions. Il faut que ça marche mieux quand on prend la solution, alors que parfois on prend des décisions, ça empire. Il faut savoir évaluer ce qu'on fait, il faut savoir expérimenter, il faut faire confiance à des partenaires. Et c'est comme ça qu'on fait avancer sa ville, pas d'un coup de baguette magique, mais avec une bonne méthode de travail. Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizon à la mairie de Paris, soutenu par le parti Renaissance. Merci beaucoup. Et beaucoup de Parisiens. D'être là. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bon courage pour cette campagne. Encore un peu moins de 2 mois pour justement se préparer au vote. Donc commencez à vous renseigner, à savoir un petit peu quels sont les programmes des uns des autres et surtout allez voter puisque c'est important. On va choisir nos maires un peu partout dans nos villes, ceux qui organisent notre vie locale. Merci Pierre-Yves Bournazel d'avoir été avec nous.